Bonjour à tous, c'est Bouribalina et aujourd'hui je vais vous présenter un projet de droit du travail à travers un scénario réaliste inspiré du secteur pharmaceutique. Il s'agit d'un cas de maladie professionnelle développé par une technicienne de laboratoire et nous allons voir ensemble comment cette situation est reconnue, encadrée et réparée juridiquement. On commence tout de suite avec le scénario. Voici le cas. Une technicienne de laboratoire pharmaceutique développe une affection respiratoire chronique après plusieurs mois d'exposition à des vapeurs chimiques. Son médecin suspecte une maladie professionnelle et établit un certificat médical AT17. L'employeur, lui, il refuse de l'accompagner dans la déclaration. Alors, la salariée décide de déclarer seule sa maladie à la CNAS. L'inspection du travail est informée et la maladie est finalement reconnue comme professionnelle. Pour comprendre ce qui encadre cette situation, nous allons voir ensemble le cadre juridique. La maladie professionnelle est encadrée par la loi 83-13 et l'ordonnance 96-19. Quand on en parle de maladie professionnelle, cela signifie qu'elle résulte directement de l'exposition à un risque lié à l'activité de travail. Dans notre cas, il s'agit d'un risque chimique puisque la technicienne a été exposée à des produits en laboratoire pharmaceutique. Si la maladie figure dans les tableaux officiels et que les critères sont remplis, elle est automatiquement reconnue par la CNAS. C'est ce qu'on appelle la présomption d'imputabilité. La salariée n'a pas besoin de prouver le lien entre la maladie et son travail. Passons maintenant à la procédure de reconnaissance d'une maladie professionnelle. Elle suit plusieurs étapes bien précises. D'abord, tout commence par la constatation médicale. Le médecin établit le certificat AT17. Ensuite, c'est la salariée elle-même qui fait la déclaration auprès de la CNAS, en remplissant le formulaire AT18 et en joignant le certificat médical. La CNAS dispose alors de 20 jours pour reconnaître ou contester le caractère professionnel de la maladie et si elle ne répond pas dans ce délai, la reconnaissance devient automatique. L'inspection du travail est également informée et peut intervenir pour vérifier les conditions de travail, notamment l'exposition au risque. Enfin, la victime peut bénéficier de prestations en nature et de prestations en espèces. Pour résumer simplement, on a 5 étapes clés. D'abord, le médecin qui établit le certificat AT17, ensuite la salariée qui déclare la maladie à la CNAS avec le formulaire AT18, puis la CNAS qui dispose de 20 jours pour répondre. L'inspection du travail, elle intervient pour vérifier les conditions de travail et enfin on arrive à la réparation avec les indemnisations et les soins accordés à la victime. L'inspection du travail est informée par la CNAS dès qu'une maladie professionnelle est déclarée. Justement, quel est son rôle dans ce type de situation? Eh bien, elle peut vérifier les conditions de travail, l'exposition aux produits, le respect des normes de sécurité. Elle peut effectuer des visites aussi, demander des documents et même dresser un procès-verbal en cas de manquement. Mais son rôle n'est pas seulement répressif, il est aussi préventif et éducatif. L'inspection conseille les employeurs et les salariés sur leurs droits et obligations. Comme le rappelle la loi 90-03, l'inspecteur du travail peut intervenir dans tous les secteurs où sont occupés les travailleurs. Une fois que la maladie est reconnue comme professionnelle, la salariée bénéficie de plusieurs formes de réparation. D'abord, il y a les prestations en nature. Cela inclut les soins gratuits, les prothèses, les rééducations ainsi que les frais médicaux et pharmaceutiques. Ensuite, on retrouve les prestations en espèces. Ce sont les indemnités journalières versées à 100% du salaire dès le deuxième jour d'arrêt de travail. Et si la maladie laisse des séquelles durables, une rente d'incapacité permanente est attribuée, calculée selon le taux d'IPP fixé par le médecin conseil de la CNAS. Le taux d'IPP correspond au pourcentage d'incapacité permanente partielle. C'est le pourcentage qui mesure les séquelles laissées par la maladie professionnelle. Il est fixé par le médecin conseil de la CNAS et sert à calculer la rente que recevra le salarié. Plus le taux est élevé, plus la réparation financière est importante. L'objectif de ces réparations est de compenser non seulement les conséquences physiques, mais aussi les impacts sociaux et professionnels de la maladie. Alors pour résumer simplement, on peut retenir 5 étapes clés. D'abord la reconnaissance qui ouvre le droit à la prise en charge. Ensuite viennent les soins pour traiter la maladie, puis l'indemnité qui compense la perte de salaire. Après cela, le taux d'IPP fixé par le médecin conseil. Et enfin, la rente qui assure une réparation durable en cas de séquelles. Pour conclure, voici ce qu'on peut retenir de ce cas. Ce scénario montre que la maladie professionnelle est un enjeu réel, surtout dans des secteurs sensibles comme le pharmaceutique. Il souligne l'importance de la prévention, de la déclaration rigoureuse et du rôle des institutions. Pour aller plus loin, il serait intéressant de réfléchir à comment renforcer la culture de sécurité dans les entreprises. Pour terminer, voici les principales références qui ont servi de base à ce travail.
Les sources juridiques, la loi 83-13 relative aux accidents du travail et maladies professionnelles, l'ordonnance 96-19 ainsi que l'arrêté interministériel du 5 mai 1996 qui fixe les tableaux des maladies professionnelles. Et aussi les sources académiques, notamment les cours de droit du travail de notre université. Ces références m'ont permis d'appuyer le scénario sur des bases solides, à la fois légales et pédagogiques. Merci pour votre attention.